Le dernier facteur de santé qui est un bon système nerveux. Quand on parle de système nerveux, là, il y a toujours des gens, à un moment donné, ce qu'on entend, c'est le cerveau, OK? La moelle épinière, qui est un câble, comme ça, okay? Qui passe dans la colonne vertébrale, et puis tout un système de ramification. Maintenant, le câble, qu'on appelle la moelle épinière, contient de 35 à 50 trillions de petits fils. Savez-vous, c'est quoi un trillion? C'est 1 avec 18 zéros. Donc, c'est beaucoup de petits fils. Alors, à chaque fois que je parle de système nerveux, il y a toujours quelqu'un, après l'exposé, qui me dit « Ah oui, mon médecin me dit que j'ai des problèmes avec mes nerfs, je suis bien nerveuse. » Non, ce n'est pas de tempérament que je parle, c'est quelque chose qui est palpable. C'est le cerveau, la moelle épinière, tout le système de ramification. Okay. La nature nous livre, à un moment donné, des secrets. Et vous allez voir le lien au travers des 5 facteurs de santé, à un moment donné. La nature nous livre des secrets, puis c'est à nous d'aller les chercher. Puis un grand secret que la nature nous livre, c'est comment ça s'est formé, ce système nerveux-là. Alors, imaginez l'ovule puis le spermatozoïde qui se rencontrent. Un ovule, en passant, c'est la grosseur de la pointe d'un crayon. Puis le spermatozoïde, c'est infiniment petit. Puis à un moment donné, ils se tapent de l'œil, puis ils se flirtent. Puis un jour, ils s'unissent. Puis après 2 semaines, ce qu'on obtient, c'est une petite cellule, une agglomération de cellules. Ça a l'air d'une petite framboise, à peine grosse, comme ceci. OK? Puis là, on prend cette agglomération de cellules-là, on met ça en dessous d'un microscope. Savez-vous ce qu'on voit? C'est juste un sillon qui va devenir la moelle épinière. Puis, pour certaines gens, c'est juste un sillon, puis c'est juste la moelle épinière, c'est pas plus important que ça. Puis, une semaine plus tard, on regarde en dessous encore d'un microscope, qu'est-ce qu'on voit? Un renflement qui va devenir le cerveau. Pourquoi pensez-vous que la nature fait ceci avant toute chose? Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Puis de la minute où ceci apparaît, c'est plus la mère qui contrôle le développement de l'embryon, puis la coordination des cellules. Ça se fait à partir d'un semblant de cerveau. Alors 100% de tout ce qui va se faire par la suite, c'est à partir du cerveau. Puis après 3 semaines, 1 mois, la mère fournit le lieu, puis les aliments nécessaires, le lieu pour le développement. Puis là, ce qu'on voit apparaître, c'est toutes sortes de terminaisons nerveuses. Puis à un moment donné, c'est tellement important ceci, le système nerveux, on l'appelle le maître contrôleur. C'est lui qui contrôle tous les autres systèmes. Alors, on a beau manger toutes sortes de bonnes choses, mais si notre système digestif ne fonctionne pas bien, il n'ira pas chercher les éléments nécessaires. Il faut que lui contrôle. C'est lui qui contrôle le système digestif, qui contrôle tous les autres systèmes, puis même le système immunitaire. Dans les années même 1980, on croyait que le système immunitaire n'était pas sous le contrôle du système nerveux. Puis ça fait depuis 1895, en chiropratique, il dit tout est sous le contrôle du cerveau, même le système immunitaire. 1895. Mais non, il a fallu que le corps médical, que certains scientifiques du corps médical disent « Ah, ben oui, regardons ça, il y a des terminaisons nerveuses qui se rendent à tel et tel endroit, côté système ganglionnaire, entre autres, système lymphatique. » Alors, ils se sont rendus compte que le système immunitaire est sous le contrôle du système nerveux. Alors, immédiatement, on commence à percevoir un genre de calotte qui se forme alentour du cerveau. Puis là, on parle là, 1 mois et demi. Puis on commence à voir quoi? Des anneaux qui vont protéger la moelle épinière. Puis ça commence à se former au départ. On ne voit pas ça à l'œil nu. C'est sous microscope. Parce que c'est tellement important que ça doit être protégé. Le corps aurait pu former une grande tige, ça n'aurait pas été tellement pratique. Hein? Il a mis comme des blocs qui bougent les uns avec les autres. Et puis à un moment donné, on voit des bourgeons apparaître qui vont devenir les organes. Puis un des premiers à se former, il y a le cœur. Mais à un moment donné, le cœur,
c'est une pompe, il y en a juste une. Fait que la nature dit, écoute, on va la protéger, cette pompe-là, on va mettre 2 grosses éponges à côté. Hein? Mais les éponges sont plus vers l'extérieur, puis ça sert de système de ventilation, mais on va mettre une cage thoracique pour protéger ces éponges-là. Puis après ça, il y a de la place, là, pour les reins, on va mettre ça en arrière, les reins pour filtrer, et puis on va mettre 2 pattes de gras. Ça se fait toujours de façon très, 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 très intelligente. Mais il y a des gens qui croient que le Seigneur est venu sur terre, puis il a mis un paquet d'os, tu sais, comme ça de même, puis il a mis des muscles par-dessus, puis plein de peau, puis un petit peu de poils, puis beaucoup de poils, puis il a tout mis ça pêle-mêle, puis il a créé le médecin, puis il a dit, mets de l'ordre là-dedans. Alors, ça se fait de façon intelligente. Maintenant, est-ce que vous voyez bien ceci en arrière? Ça représente une unité vertébrale, c'est-à-dire 3 vertèbres. Puis les petites bosses qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les apophyses épineuses. OK? Et puis les trous qu'on voit, c'est les trous de conjugaison par où sortent des nerfs, des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques, des vaisseaux récurrents qui retournent à l'intérieur. Ça, ce sont les vertèbres. Les petits coussins ici, ce sont les disques, les amortisseurs. Normalement, une colonne vertébrale, c'est droit. Pourquoi que c'est droit? Mais pour permettre aux nerfs, aux vaisseaux sanguins de sortir librement entre chacune des vertèbres. La nature n'a pas fait ça comme ceci. Ça arrive des fois, mais en général, non. Elle fait une colonne droite. Mais là, il y a des gens qui me disent, oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une colonne droite. Hein? Moi, je réponds à ces gens-là, est-ce que tu as vu tous ces gens-là? Il n'y a pas beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu as vu, en fait, Jean? Combien de gens as-tu vu? Avant, on ne savait pas qu'une vertèbre de déplacée qui était laissée déplacer donnait naissance à ce qu'on appelle la dégénérescence, la subluxation vertébrale. C'est un peu comme une carie. Hein? Donc, si on a une vertèbre qui se déplace, disons celle du centre par rapport à celle d'en haut, celle d'en dessous, immédiatement, il y a moins de mouvement entre les vertèbres. S'il y a moins de mouvement, les disques ne remplissent plus leur fonction de choc absorbeur, d'amortisseur, puis ils dégénèrent. Puis les corps vertébraux se rapprochent. Puis si les corps vertébraux se rapprochent, à chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a encore plus de malaise qui s'installe parce qu'il y a de l'inflammation qu'on retrouve au niveau articulaire, des nerfs qui se coincent, qui s'irritent. Donc, ça suit toujours un même pattern de dégénérescence. Et puis, c'est le docteur Hadley qui nous a éclairé là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec un déplacement de vertèbre qui n'est pas corrigé? Et puis, on a tiré des images de son livre. On les a fait agrandir. C'est pas les mêmes. Hein? Ça, c'est une colonne cervicale normale. Puis je vous montre une colonne cervicale, mais c'est le même principe pour le milieu de dos, pour le bas de dos. Alors ça représente le derrière de la tête. La mâchoire est ici. C'est une colonne cervicale normale. Regardez la belle courbe. Ce qu'on voit ici, ce sont les vertèbres. Les espaces entre les vertèbres, c'est les petits coussins, les disques. Ici, ce qu'on voit, c'est les trous par où sortent les nerfs, les vaisseaux sanguins. Puis ça représente les apophyses épineuses, les petites bosses qu'on a dans le cou. Okay? Ça, c'est la normale. Souvent, suite à un déplacement de vertèbres, l'allure de la courbe est perdue. On a toujours le derrière de la tête, la mâchoire. La courbe, au lieu d'être dans ce sens-ci, regardez, elle est dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle une syphose cervicale. Alors, à ce niveau ici, il existe moins de mouvement. Est-ce qu'il y a des symptômes? Oui, beaucoup. Mais on ne voit pas de tissus qui sont en dégénérescence. On voit tout simplement l'allure normale qui est perdue. C'est comme ça pour tout le monde. Les nerfs qui sortent entre la première et la troisième vertèbre thoracique vont au sinus, au cœur et puis au poumon. Entre la quatrième et la neuvième, ça va à l'appareil digestif. Ça s'occupe aussi des muscles environnants. Un peu plus bas, les nerfs qui sortent de là vont aux reins, les vrais reins qui filtrent le sang. Encore un peu plus bas, les nerfs qui sortent de là s'occupent des intestins, des jambes, partie génitale. C'est comme ça pour tout le monde, OK? Donc ici, à chaque fois, c'est la même chose. La nature ne dit pas, bon, ben là, pour celui-là, je vais changer ça, changer de pattern. C'est toujours le même pattern. Merci, mon cher frère. Alors, ce que fait la chiropratique, j'en ai pas parlé beaucoup encore, hein? C'est de détecter chez les gens des déplacements de vertèbres, vérifier
du moins chez nous, c'est ce qu'on fait. Vérifier si c'est dans une phase très avancée, si ça peut se corriger, et puis faire des corrections. Autant que possible avec les mains. Il y en a qui servent des petites machines, des gadgets, on appelle ça de la chiropratique diluée. OK? Alors, on fait des manipulations, pourquoi? Pour replacer le plus possible des vertèbres? Je prends des douleurs? Non, pas juste ça. Pour permettre à l'énergie qui vous a fait et puis qui s'occupe de vous reconstruire, de passer librement pour réparer, pour vous guérir de certains problèmes. C'est pour ça qu'on fait des ajustements chiropratiques, pas des sessions de snap, crack and pop.